Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'être rejoint par Michael von der Schulenburg, qui est un membre allemand du Parlement de l'URAO. Ayant initialement fui l'Allemagne de l'Est et ayant travaillé pendant des décennies pour les Nations Unies, l'un de ses rôles étant secrétaire général adjoint du département des affaires politiques et de consolidation de la paix de l'ONU. Et oui, si je ne me trompe pas, vous avez été en poste en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, en Sierra Leone et en Somalie. Je suis sûr que j'en oublie certains, mais s'il y avait une guerre, Pourquoi parfois? Il y en a tellement. s'il y a eu une guerre au cours des 30 dernières années, J'ai toujours vécu dans ces pays. Je n'y suis pas allé uniquement pour des missions. J'y ai réellement résidé. Depuis 1992, j'ai toujours dirigé des missions de l'ONU, et elles étaient différentes. Je veux dire, elles avaient aussi des aspects de développement. Vous savez, la consolidation de la paix concerne bien sûr beaucoup le développement. Et puis, bien sûr, les négociations et des choses comme ça. mais maintenant, vous êtes à Bruxelles en tant que membre du Parlement européen. Et je suppose qu'au moins, au cours des 20 ou 30 dernières années, la sécurité pour les Européens signifiait principalement que nous regardions le monde et voyions des problèmes ailleurs. Mais bien sûr, maintenant nous avons une grande guerre sur notre continent, et certaines des approches rationnelles, je suppose, pour le conflit et le règlement ne s'appliquent plus alors que nous envoyons des armes et ne croyons plus vraiment autant en la diplomatie. Mais je voulais vraiment vous demander comment vous voyez, comment vous interprétez les changements en Europe. Car à ce moment critique, je vois que les Européens et les Américains négocient. Ils semblent tous deux quelque peu optimistes. Pourtant, en Europe, personne ne parle vraiment de paix. C'est juste la guerre. Et je ne vois pas d'alternative, parce que je ne pense pas nécessairement que cet accord de paix sera formidable pour l'Europe ou l'Ukraine. Mais c'est seulement, je ne vois pas de meilleures alternatives proposées par les Européens. Alors comment voyez-vous, encore une fois, vous êtes là, au Parlement européen, comment voyez-vous la situation? Tout d'abord, vous savez, j'ai été dans de nombreux pays déchirés par la guerre. Mais je vous le dis, être au Parlement européen, je trouve ça plus difficile que certains pays en guerre à cause des langues utilisées là-bas, de la haine, des résolutions que nous recevons tout le temps. Il y a des gens qui sont très bien payés, en effet, et ils votent pour des résolutions pour continuer une guerre, bien qu'ils n'aient pas de fils dans la guerre. Ils n'ont pas de fille qui est violée, ils ne perdent pas leur maison, ils n'ont pas à devenir réfugiés, ils reçoivent un revenu à chaque fois, et ils ont même obtenu une augmentation pour ne pas ressentir l'inflation causée par la guerre. Donc je trouve cela très très difficile, parce que je suis probablement le seul dans tout le Parlement qui a réellement vu des guerres. Et les guerres sont mauvaises. Il n'y a rien d'héroïque dans les guerres. Aucun camp ne se comporte bien dans les guerres. Les gens se comportent de manière horrible les uns envers les autres. Il n'y a personne de purement bon ou mauvais. Et ici, nous soutenons que la guerre devrait continuer, même lorsque nous voyons le prix payé par d'autres personnes, principalement par les Ukrainiens. Surtout maintenant, alors que la guerre est presque terminée, vers les derniers mois, nous disons toujours à l'ONU que la moitié de tous les soldats d'un pays perdant sont perdus dans les 4 ou 5 derniers mois d'une guerre à cause de la désintégration, parce qu'ils doivent quitter les positions défensives et des choses comme ça. Il y a de nombreuses raisons à cela. Mais le véritable massacre de soldats se produit à la fin. Et c'est pour une guerre que l'Ukraine ne peut plus gagner. Pourtant, nous continuons à envoyer des armes là-bas et à dire « vous pouvez la gagner ». C'est vraiment horrible. Donc je pense que nous faisons quelque chose d'extrêmement immoral en ce que nous appelons soutenir l'Ukraine.
Parce qu'il semble, comme vous l'avez dit, que nous entrons dans les dernières étapes avant un effondrement complet. Vous avez vu cela à Kursk également. Je pense que cela a aussi été vécu pendant la Seconde Guerre mondiale du côté allemand, que dans les dernières étapes de la guerre, c'est à ce moment-là que la ligne de front ne peut plus être tenue. Vous avez d'énormes quantités de troupes encerclées qui sont soit anéanties, soit Fait prisonnier, ou simplement celui qui recule est dans la pire position. Et c'est celui qui perd. C'est toujours comme ça. Donc je ne connais pas les détails en Ukraine parce que je n'y suis pas. Mais je pense que la logique que nous avons pour d'autres guerres s'appliquera là-bas tout aussi bien. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Je veux dire, ce sont de jeunes gens qui ne veulent probablement même pas de la guerre. Mais c'est pourquoi je veux aussi demander, comment peut-on comprendre cette rhétorique? Parce qu'il y a une certaine dose de posture morale derrière tout cela. Je veux dire, j'ai été un peu consterné pour être honnête, car au cours des 3 dernières années, je n'ai pas vu beaucoup de diplomatie de la part de l'UPOML. Et en effet, cette idée que nous ne parlons pas aux Russes, que nous ne nous asseyons même pas avec eux, alors que des centaines de milliers de jeunes hommes sont massacrés sur le champ de bataille, prouve d'une certaine manière que nous sommes vertueux. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est complètement irrationnel. C'est tout d'abord irrationnel, même si vous soutenez qu'il faut envoyer des armes à l'Ukraine pour se défendre. Vous êtes obligés par la Charte des Nations Unies en même temps de négocier. C'est ce sur quoi nous nous sommes tous mis d'accord dans la Charte des Nations Unies. 193 pays ont accepté cela. Mais les Européens pensent que cela ne s'applique pas à eux. Donc, il n'y a pas de négociation. Vous savez, j'ai vu maintenant, je ne sais pas, quelque chose comme 10 résolutions sur l'Ukraine, sur le réarmement et tout le reste. Le mot diplomatie n'est dans aucune d'entre elles. Et certaines des résolutions font 18 pages. Elles sont toutes pleines de haine. Négociations, discussions. Non. Même lors du dernier sommet, vous savez, ce qu'ils ont décidé là-bas, ils appellent ça une Erklärung, une déclaration. Vous savez, ils font beaucoup de demandes, mais ils ne disent même pas à qui elles s'adressent. Je veux dire, à qui? Aux Américains, aux Russes, aux Ukrainiens, à qui? Ils font juste ces demandes, et il n'y a pas un mot sur un plan de paix, des négociations, une tentative d'ouverture, rien du tout. Et vous savez, en même temps, nous sommes les perdants. Vous savez, il y a aussi autre chose qui me frappe. Vous savez, les guerres sont immorales, mais elles ne concernent pas la moralité. Elles concernent toujours les intérêts. Et je leur demande toujours ici, quel est notre intérêt dans cette guerre? Pourquoi menez-vous cette guerre? Je veux dire, avons-nous un intérêt dans les sanctions? Avons-nous un intérêt à faire la guerre avec la Russie? Avons-nous un intérêt à couper nos lignes vers l'Asie, les lignes terrestres? Ce n'est pas dans notre intérêt. Notre économie s'effondrera à cause de cela, et elle s'effondre déjà. Ce n'est pas dans notre intérêt. Alors pourquoi ne pas essayer de trouver une solution? Cela est particulièrement important pour la guerre en Ukraine, car l'Union européenne n'a jamais joué un rôle dans la guerre en Ukraine. Dans toute la période précédant la guerre, en ne négociant pas avec la Russie sur leurs préoccupations de sécurité qui les ont conduits à la guerre, l'UMEGEM n'a eu aucun mot à dire. Lorsque le Royaume-Uni et les États-Unis ont décidé de ne pas poursuivre l'accord de paix que les Russes et les Ukrainiens ont négocié à Istanbul, l'UMEGEM n'a jamais été consulté. Tout ce que nous faisons, c'est payer la facture. Et donc, je ne comprends même pas. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi nous nous comportons ainsi. C'est complètement irrationnel. Complètement irrationnel. Et vous savez, dans les guerres, nous disons toujours que celui qui refuse la réalité sera rattrapé par la réalité.
Et c'est ce qui nous arrive. Cela nous arrivera. Après, bien sûr, l'Ukraine, l'Europe va être le grand perdant aussi au niveau international. Si vous regardez les 3 dernières résolutions, maintenant, nous avons l'ennemi numéro 1 qui est la Russie. L'ennemi numéro 2 est la Chine. L'ennemi numéro 3 est maintenant les États-Unis. Et puis les autres ennemis sont les pays des BRICS. Je veux dire, nous sommes complètement fous. Nous sommes ennemis du monde entier. Et nous pensons que nous sommes moralement au-dessus de tout cela. Je pense que c'est un suicide européen. Nous commettons un suicide lent. On a l'impression de vivre dans une bulle, car quand j'entends différents dirigeants européens parler, c'est comme si le reste du monde avait trahi les Ukrainiens. Mais nous, au moins, allons tenir bon. Mais encore une fois, ce ne sont pas seulement les Russes et les Américains, mais aussi les Chinois. C'est le monde entier. Même la majorité des Ukrainiens veulent des négociations. Donc oui, l'ancien conseiller de Zelensky, Arestovich, a fait ce point. Désolé? Je veux dire, pensez à une famille là-bas. Habituellement, ils ont un enfant. Non pas parce qu'ils ont des taux de natalité très bas. Un enfant est en guerre, ne revient pas, ou revient sans jambes, ou est aveugle, ou est tellement traumatisé qu'il ne peut plus avoir une vie normale. Des gens qui ne reçoivent pas leur salaire tous les mois. Je veux dire, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de chauffage. Vous savez, leur vie normale est complètement brisée. Je veux dire, ces gens veulent la paix. Et nous avons Zelensky, qui n'est probablement jamais à Kiev, il est toujours quelque part en Europe, qui pensait pouvoir continuer la guerre. Et je pense que Trump avait absolument raison. Maintenant, vous pouvez imaginer que je ne suis pas un partisan de Trump, mais sur ce point, il a absolument raison. Ce que Zelensky voulait, c'est la 3e guerre mondiale, parce qu'il voulait que les soldats de l'OTAN les aident maintenant à gagner la guerre. Vous savez, nous les appelons des gardiens de la paix ou autres, mais vous savez, c'était de facto des soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien, ce qui n'est jamais arrivé. Je viens de lire le livre blanc sur l'avenir de la défense européenne. Il a été adopté le 12 mars 2025, donc il y a seulement quelques jours. Désolé, il y a 2 jours. Le texte est assez, je veux dire, pour les personnes qui ont étudié l'Uber-Armée dans les années 90 et 2000, c'était une puissance normative, une puissance civile, un type de puissance différent. Et c'est le livre blanc dans lequel il est écrit que non seulement l'Ukraine, mais l'UEPEV est attaquée. Ici, la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine est une attaque contre l'ordre de paix européen établi après la Seconde Guerre mondiale. Défendre l'Ukraine est contre une menace existentielle pour l'Europe. Nous devons lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales livrées pour frapper des cibles sur le territoire russe. Et c'est la Russie, mais aussi la Chine, poussée par l'ambition de devenir une superpuissance mondiale qui met fin à l'ordre international fondé sur des règles. Et puis bien sûr, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Iran et les États-Unis. Bien sûr, c'est la phrase qui a retenu l'attention. Donc, les États-Unis cherchent à mettre fin à la guerre et à normaliser les relations avec la Russie. Cela a été perçu comme une énorme menace. Alors maintenant, l'UNORMEMBER doit armer l'Ukraine et se préparer à la guerre. Pourquoi ne serait-ce pas une bonne chose de mettre fin à la guerre et de normaliser les relations avec la Russie? Pourquoi est-ce que, je veux dire, j'ai vu Kaja Kallas dire que, vous savez, qu'une défaite de la Russie serait bonne, parce que si elle peut être divisée en États plus petits, c'est plus facile. Mais est-ce que quelqu'un définit ce que cela signifie réellement? Que signifie vaincre la plus grande puissance nucléaire du monde? Comment ça va-t-il être fait? Mais Glenn, nous ne pourrions pas gagner cette guerre sans un soutien massif des États-Unis. Et maintenant, nous nous tenons ici, également avec cette déclaration, et il y en a d'autres qui sont encore pires.
disant que nous pouvons encore gagner la guerre sans les États-Unis. Je veux dire, comment? Comment? C'est tellement irréaliste, tout cela, que je ne sais pas si l'on doit en rire ou en pleurer. C'est très très triste. Et en plus, l'Ukraine est pratiquement au bout du rouleau. Je veux dire, leur armée est proche de l'effondrement. Comment voulez-vous renverser la situation? L'Allemagne veut maintenant envoyer 3 milliards de dollars pour de nouvelles armes en Ukraine, et ainsi de suite. Donc, nous essayons vraiment aussi de définir les États-Unis maintenant comme une proposition de paix. Nous essayons de la saper. Nous avons légèrement modifié le langage en disant « Oh, nous accueillerions également un cessez-le-feu », mais un cessez-le-feu pour lequel la Russie doit se retirer de l'ensemble du territoire, prendre ses responsabilités, être jugée et payer pour tous les dommages. Vous connaissez ces 10 points de Zelensky, que même Zelensky ne répète plus. Mais nous les répétons tout en disant que nous ne voulons pas négocier. Et nous ne sommes pas en position, sans négociation, de changer quoi que ce soit ou d'avoir une quelconque influence sur ce qui se passe là-bas. Glenn, tu sais, quand Trump donnera à Poutine la plupart de ce qu'il veut, tu sais, il met fin à la guerre. Tu sais, il n'y a pas de paix juste. Ça n'existe tout simplement pas. C'est toujours injuste. Et si vous allez à la guerre, c'est la guerre qui décidera. C'est pourquoi vous allez à la guerre, parce que vous n'avez pas pu le décider politiquement. Donc la guerre décidera d'une manière ou d'une autre. Elle a décidé dans ce cas différemment de ce que nous avions supposé. Les Américains sont assez intelligents pour comprendre qu'ils ont perdu la guerre et ils s'en retirent. Mais nous ne l'avons pas fait. Et je ne sais pas pourquoi. Quel est notre intérêt à continuer cette guerre? Si nous avons un accord de paix, ou c'est probablement plus un accord de cessez-le-feu avec des plus-plus. Vous savez, la Russie va contrôler toute la frontière de la mer de Barents à la mer Noire. Cela signifie que l'Europe sera coupée de l'Asie, à moins que nous ne nous entendions avec la Russie. Vous devez comprendre cela. Et c'est le résultat de cela. Pourquoi n'avons-nous pas convenu d'un accord de paix avant? Pourquoi n'avons-nous pas élaboré un accord de paix? Je veux dire, c'est une guerre sur le sol européen. Pourquoi n'avons-nous jamais, pas une seule fois, eu une proposition de paix? Pas une seule fois. Sauf pour cet appel téléphonique de Scholz, avons-nous parlé aux Russes? Je me souviens même pendant la guerre Iran-Irak, parce que, vous savez, j'ai assisté à de nombreuses guerres, même si c'était une guerre très amère, avec 1 million de morts. Personne ne connaît exactement les chiffres. À tout moment, il y avait un lien entre Bagdad et Téhéran. Et parce qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas leur parler directement, ils avaient demandé à l'ONU de faire ce lien. Et vous savez, il se trouve que j'étais d'un côté du lien. Il y avait donc une communication constante, transmise par l'ONU. Cela signifie que l'Irak et l'Iran se comportaient de manière plus civilisée que les Européens. Plus civilisée. Vous savez, je ne me souviens pas, dans toutes les discussions que j'ai eues avec les Iraniens, j'y étais pendant presque 9 ans, qu'ils me parlaient comme on me parle ici au Parlement européen. Bien sûr, ils n'étaient pas d'accord avec tout ce que nous avions à dire, mais au moins ils parlaient calmement avec nous. Et ici, je veux dire, je suis traité comme un traître. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai fait dans tous les pays où j'étais en guerre. Essayer d'obtenir un cessez-le-feu et commencer à négocier. Ce n'est pas la peine de tuer toutes ces personnes. Et oui, c'est très étrange. C'est la chose la plus étrange que j'ai vécue en 35 ans de guerre à travers le monde. Ça me fait mal, parce que c'est l'Europe. C'est chez moi. Ça me fait mal. Je ne suis pas du tout anti-européen. Et ça me fait mal qu'une institution que je pensais destinée à la paix en Europe soit devenue belliciste. Ça me fait mal parce que je suis pour l'Union européenne. Et je ne peux pas entendre des discours comme celui de von der Leyen, qui dit que nous devons nous préparer à la guerre. Je veux dire, quel langage? Nous devons nous préparer à la guerre.
Dire une telle chose en tant que leader de l'Union européenne est incroyable. Pourquoi? Quelle guerre? Croit-il vraiment que la Russie va nous attaquer? Do they really believe that Russia is going to attack us? I mean, But in terms of feasibility, Mais en termes de faisabilité, est-il possible d'atteindre l'un de ces objectifs? Si vous regardez l'économie, les choses ne vont pas très bien non plus sur le plan économique. Et maintenant, avec ce plan, d'utiliser des centaines de milliards d'euros pour réarmer l'Europe et encore une fois se préparer à cette guerre avec la Russie, car nous ne pouvons pas leur parler. Quel est l'état de l'UE en ce moment? Parce que du côté américain, ils sont assez préoccupés. Ils font maintenant des réductions de coûts très désespérées parce qu'ils veulent éviter toute faillite. Mais en Europe, la situation ne devrait pas être beaucoup meilleure. Il y a trop de dettes, des taux d'intérêt élevés. D'où va venir cet argent? Quelle est la faisabilité de cela? where's this money going to come from? How feasible is this? my prediction is that the European Union Ma prédiction est que l'Union européenne ne s'effondrera pas à cause d'une guerre perdue en Ukraine. C'est trop loin. Mais elle s'effondrera à cause des résultats économiques et financiers de cela. Vous savez, après le cessez-le-feu, c'est beaucoup plus dangereux pour nous. Nous avons maintenant des engagements pour augmenter considérablement notre armée. Nous parlons ici de milliards de dollars, pas seulement d'une centaine, je veux dire, des milliards de dollars. Nous devrons réarmer l'Ukraine, disons-nous. Nous devons reconstruire l'Ukraine. Nous voulons intégrer l'Ukraine dans l'UE. Je veux dire, cela s'additionne à des milliers de milliards qu'aucun des pays n'a, même pas l'Allemagne. Maintenant, nous permettons aux freins de la dette de s'en aller en Allemagne. Mais même cela ne suffirait pas. Nous prenons tous ces engagements, alors qu'en même temps, notre économie décline, en grande partie à cause de la guerre. Donc, à mesure que la guerre augmente nos coûts, notre capacité à la financer diminue en même temps. Et il semble que ce ne soit dans aucun journal, ces journaux normaux, vous ne voyez aucun article à ce sujet. Je veux dire, c'est rien. Ce n'est rien. Je veux dire, vous pouvez le voir. Juste une des usines automobiles, Audi, a également licencié 7000 travailleurs. Je veux dire, nous sommes en plein milieu de la désindustrialisation. Comment voulons-nous faire cela si notre énergie est 5 fois plus chère qu'aux États-Unis, en Chine ou en Inde? Parce qu'ils l'obtiennent maintenant à bas prix de la Russie. Je veux dire, comment pouvons-nous faire cela? En même temps, nous aurons bientôt un chancelier qui ne pourra jamais parler à la Russie, jamais parler à la Chine. Il a dit des choses si radicales que ce n'est plus possible. Alors comment veut-il relancer l'économie? Cela ne va pas arriver. Donc nous nous dirigeons vers de gros problèmes. Et ce sont des problèmes auto-infligés. C'est ça le triste. Donc, nous ne pouvons pas discuter de paix parce que c'est une trahison. Nous ne pouvons pas parler aux Russes parce qu'ils doivent être isolés. Mais c'est Hawaï. Désolé. C'est un bon point, seulement en Europe. Mais comment cette solidarité politique va-t-elle se maintenir ici? Car une fois qu'il n'y a plus de voie pour résoudre un conflit clé sur le continent européen, et aussi une fois que l'économie commence à décliner, comment la solidarité politique peut-elle être maintenue? Voyez-vous des pays s'éloigner un peu? Je pense que cela ne sera pas maintenu. Je pense pas que cela sera maintenu. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est une glace très mince sur laquelle nous nous tenons. Et au moment où nous devrons payer pour quelque chose, je veux dire, tous les gouvernements iront dans des directions différentes. Je veux dire, vous savez, les Français ne peuvent se permettre aucun de ces coûts. Ils sont tellement endettés, et les Italiens sont tellement endettés. Les Allemands ont ce sentiment étrange qu'ils pourraient payer pour cela, mais ils ne peuvent pas, vous savez. C'est une industrie en déclin, et des choses comme ça. Donc je pense que nous sommes dans de gros ennuis. Je veux dire, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai aussi dit à Sarah dans le passé. J'ai dit, Sarah, à la fin de la guerre, les vrais problèmes pour nous commenceront.
Je veux dire, j'ai vu tant de guerres. C'est ce qui se passe. Et nous serons vraiment en difficulté. Nous pensons que la guerre est finie, que nous pouvons l'oublier et que nous allons de l'avant. Non, cela ne va pas se produire. Et surtout pas ici. Parce que l'Union européenne, y compris ses membres, a une politique pro-guerre si étrange, qui n'est pas dans leur intérêt, qui ne devrait pas être dans leur intérêt du moins. Mais pour les Américains, ils voient cela comme, je suppose, un réajustement nécessaire. La guerre est perdue. Ils ne veulent pas pousser la Russie trop près de la Chine. Ils veulent donner la priorité à différentes régions. Encore une fois, ils ont dit très clairement qu'ils ne veulent pas donner la priorité à l'Europe dans la même mesure. Mais dans quelle mesure pensez-vous que l'Europe pourrait se diriger vers des problèmes avec les Américains parce que l'Amérique exerce beaucoup de pression sur l'Ukraine pour accepter ce qu'elle tente de négocier? Mais les Européens sont également perçus comme sabotant cela. Alors, que voyez-vous dans l'avenir entre les Américains et les Européens? Parce que les choses ne vont pas très bien. La ligne de faille va s'approfondir. Certainement, il n'y a qu'une seule direction. Maintenant, la dernière provocation est bien sûr qu'ils veulent faire de Mme Baerbock la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU. Et l'idée derrière cela, je suppose, est que nous pensons en Allemagne que l'Assemblée générale de l'ONU est de notre côté, parce qu'elle a voté pour une résolution qui parle de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, bien que ce n'était pas la majorité. Je veux dire, la majorité n'a pas voté du tout. Et nous pensons que nous pouvons contrôler cela et l'avoir contre le Conseil de sécurité, où les Chinois, les Russes et les États-Unis votent maintenant d'un côté. Et c'est un calcul qui ne viendra pas. Ce sera une énorme provocation pour nous. L'autre provocation, et vous savez, quand nous voyons tout l'argent qui va être investi dans la Bundeswehr serait au moins financièrement la plus grande armée d'Europe. En Europe encore. Je veux dire, nous avons l'histoire, non? Les Allemands ont une histoire avec de grandes armées. Et nous avons toujours dit que nous ne voulions pas l'avoir. Ce ne sera peut-être pas en nombre de personnel parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Ils devront moderniser. Mais les ressources financières à leur disposition seront encore plus grandes que cela, possiblement. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Possiblement plus grandes que même celles de la Russie. Comment la France va-t-elle réagir? Comment le Danemark va-t-il réagir? Ils se souviendront soudainement de l'histoire. Je ne peux pas imaginer que cela se passe bien. Je veux dire, l'ensemble de l'UMME est maintenant gouverné par des Allemands. Je veux dire, von der Leyen, tous ses conseillers autour d'elle sont Allemands. Je veux dire, elle a un petit groupe, ce sont des Allemands. Je veux dire, M. Weber dirige le plus grand groupe politique au Parlement, un Allemand. M. McAllister, malgré son nom, est aussi allemand. Et il dirige la Commission des Affaires étrangères. Et une autre Allemande, une Allemande extrême et radicale, Mme Strack-Zimmermann, dirige le Conseil de sécurité. Je veux dire, en cette période de guerre, ce sont les positions les plus importantes, toutes occupées par des Allemands. Je veux dire, comment le reste de l'Europe réagira-t-il à cela? Pour l'instant, ils sont paralysés. Et peut-être à cause de cela, ils s'en tiennent à la chose. Mais je pense que cela va se briser. Cela va très vite se briser. Oui, parce que, eh bien, l'Allemagne, après la guerre, a été connue pour sa puissance économique, sa discipline budgétaire, et bien sûr, non pas démilitarisée, mais au moins avec un potentiel militaire très limité. Mais maintenant, bien sûr, nous voyons une Allemagne en voie de désindustrialisation avec des problèmes économiques, avec la nouvelle suggestion de Merz que nous devrions faire passer dans l'ancien Parlement d'ailleurs, et dépenser tout cet argent pour réarmer l'Allemagne. Cela doit sûrement influencer la façon dont le reste du continent perçoit l'Allemagne au fil du temps.
Mais qui pensez-vous se séparera des Allemands? Je sais que certains pays, comme la Pologne et d'autres, ne sont pas toujours très satisfaits de l'Allemagne. Mais encore une fois, qui pensez-vous réagirait le plus négativement? Parce qu'il semble à un certain niveau que les Français et les Britanniques seraient heureux d'un partenariat trilatéral si les États-Unis réduisent leur présence, que vous ayez le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne un peu côte à côte, où vous ne voyez pas cela nécessairement. Oui. Ce que je vois maintenant, c'est que la France, Scholz et Macron, se sont rencontrés plusieurs fois seuls, tous les deux. Et ils ont cette idée d'amener leurs soldats sur le territoire ukrainien. C'est leur plan, qui d'ailleurs n'est pas repris dans la dernière décision du Conseil européen, le Concilium. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'il y a un... Je ne pense pas qu'ils étaient probablement... Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais je ne pense pas qu'il soit très favorable au plan allemand et à des choses comme celle-ci. Macron a survolé pendant une demi-journée pour saluer Merz à Berlin sur toute l'affaire. Mais je pense que ce n'est pas beaucoup plus que cela, non? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire cela à propos de l'avenir. L'Union européenne est bien sûr une entité énorme, et elle ne... Mais je pense qu'elle commencera à devenir... qui ne peuvent plus prendre de décisions. Vous savez, c'est pas que les gens se lèvent et disent « je suis contre l'Allemagne » ou blablabla. Mais il y a ce courant sous-jacent où soudainement, les Italiens vont plus souvent aux États-Unis et disent « cela nous ne pouvons pas le faire ». Et ils utilisent probablement un autre argument. Je pense que c'est ce que nous avons. Je pense que je pourrais imaginer que l'Union européenne, avec cet énorme budget qu'elle a, devienne dysfonctionnelle. Voyez-vous cependant le potentiel que l'UE elle-même pourrait s'effondrer? Non, je pense que c'est allé trop loin. Mais je pense qu'il y aura des ruptures. Cela va craquer. Et dans quelques années, nous ne verrons plus la même Union européenne que celle que nous avons maintenant. Je pense que le plan d'utiliser la guerre en Ukraine pour se serrer les coudes et créer un État central puissant ou de plus en plus central de l'Union européenne, une sorte d'États-Unis d'Europe, sera brisé par cette guerre. Nous pensions que cela aiderait, mais comme l'unification allemande a été réalisée par une guerre, la guerre franco-prussienne de 1870-71, peut-être était-ce l'idée de le faire ici aussi. Mais je pense que cela ne va pas fonctionner à cause des difficultés financières et économiques. Cette guerre va causer des problèmes pour nous. Donc je pense que l'approche côte à côte ne fonctionnera pas. Je pense que la compétence de l'Uanatome va diminuer. Et je ne pense pas que Mme von der Leyen, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir ou a pris ses fonctions en 2019, ait promis qu'elle aurait une commission de géopolitique, signifiant que l'Europe veut jouer en géopolitique au même niveau que les États-Unis et la Chine à l'époque. Bien sûr, il pensait que la Russie était hors jeu. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Regardez, les États-Unis, la Chine et la Russie votent maintenant seuls au Conseil de sécurité et nous nous abstenons de voter. Je veux dire, oui, c'est un monde complètement changé. Eh bien, je peux vous dire qu'au Parlement européen, la haine de la Russie est assez intense. Mais comment les gens perçoivent-ils les États-Unis? Car encore une fois, les États-Unis sous Donald Trump prennent le pays dans une direction très différente. Il y a beaucoup de discussions autour de... La logique derrière les décisions de l'Amérique et la manière dont l'Europe peut se positionner le plus favorablement en tenant compte de la réorientation du monde est complexe. Je ne peux que vous dire les réactions officielles parmi les dirigeants de l'UIMIL, qui est qu'il y a une urgence encore plus grande à s'armer et à devenir indépendant. L'indépendance ici signifie non seulement la diplomatie,
mais aussi être militairement plus fort. Ils considèrent cela comme encore plus important à cause des États-Unis. Comme je l'ai dit, l'ennemi numéro 1 est la Russie, puis vient la Chine, et ensuite déjà les États-Unis. Nous pensons que nous ne pouvons y parvenir qu'en devenant l'une des superpuissances au même niveau que ces trois pays. Et je ne pense pas que cela se produira. Alors, comment voyez-vous la fin de cette guerre maintenant? Je ne sais pas pour la population générale. Je pense que c'est très difficile à dire. Vous savez, quand on interroge les gens dans la rue, ils disent qu'ils sont pour les négociations, pas pour les livraisons d'armes et des choses comme ça. Mais quand ils ont voté, comme lors des dernières élections au Bundestag, ils ont voté pour tous les partis qui sont pour la guerre. Tous les partis qui ont été élus étaient pour la guerre. Donc je pense qu'il y a une contradiction dans ce comportement ou dans la façon dont les gens votent. Et je ne peux pas la résoudre. Je peux juste constater que c'est ce que j'observe. Pensez-vous qu'il sera possible pour les Américains et les Russes de parvenir à un règlement politique? Oui, bien sûr. Je veux dire, ce que nous voyons maintenant, c'est que les États-Unis veulent avoir une relation avec la Russie et nous avec l'Ukraine. Le problème est seulement que la relation avec la Russie pourrait être très fructueuse parce qu'ils ont des ressources naturelles, des opportunités commerciales, un accès à l'Asie et tout le reste. Nous finirons avec un pays qui pourrait même ne pas survivre. Je veux dire, il pourrait être ingouvernable à l'avenir, avec beaucoup de problèmes de corruption. Ce sera un trou noir où nous mettrons beaucoup d'argent, et cela ne le résoudra pas. Je veux dire, nous voulons saisir l'Ukraine, et les États-Unis s'enfuient avec la Russie. Je veux dire, comme c'est bête de notre part. Comme c'est bête. Comme c'est bête. Eh bien, que voulait la Russie dans cette guerre? Et dans quelle mesure pensez-vous qu'elle peut atteindre ses objectifs de guerre? Oh, cela atteindra tous les objectifs de guerre, je pense. Je veux dire, l'essentiel est qu'ils ne voulaient pas de l'OTAN en Ukraine. Je pense que cela a déjà été promis. Même si les Européens disent que ce n'est pas le cas, je pense que cela sera décidé entre Trump et Poutine et les Chinois qui ne veulent pas non plus de l'OTAN là-bas. Et le deuxième objectif est qu'ils voulaient avoir accès à la mer Noire. Ils l'ont maintenant. Je veux dire, le Kremlin ne reviendra jamais en arrière. Ils auront également suffisamment d'arrière-pays pour que le Kremlin ait l'eau et toutes les choses dont une région a besoin pour survivre. Et ils ont la protection de la population pro-russe en Ukraine. Pas tous, mais la plupart d'entre eux. Donc je pense qu'ils sont les vainqueurs dans toute cette affaire. Et Poutine sera très fort chez lui. Mais bon ou mauvais, c'est une autre chose, Glenn. C'est juste ce que je pense qui se passera. Mais il semblerait qu'il doive y avoir une stratégie derrière tout cela. Pensez-vous que les Européens enverront réellement leurs troupes en Ukraine si les Américains s'y opposent? Parce que les Américains, jusqu'à présent, ont dit qu'ils étaient satisfaits. Ils ne se soucient pas si les Européens y vont tant qu'ils n'ont pas la protection américaine. Mais cela dit, ils verraient cela comme quelque chose que les Russes n'accepteraient pas. Oui, mais les Européens enverraient-ils leurs troupes s'ils ne sont pas sous protection américaine, ou est-ce que ce serait insensé? Oui, c'est ce que les Britanniques et les Français prévoient encore. Et ils se demandent si Macron veut une autre réunion pour celle-ci, vous savez. Et il y tient beaucoup. Mais, vous savez, quand Ritter est revenu de Washington, il a dit deux choses assez importantes. Le secrétaire général de l'OTAN a dit deux choses. Premièrement, il a dit qu'il ne voit pas de troupes de maintien de la paix de l'OTAN, ils appellent toujours cela du maintien de la paix, sur le sol ukrainien. C'est une chose. Et l'autre chose qu'il a dite, qui a été sous-rapportée, c'est qu'il est temps maintenant
pour l'Europe de commencer à normaliser ses relations avec la Russie. Maintenant, c'est très intéressant. Quand vous regardez la photo de la réunion à Londres, vous savez, ils sont tous sur les escaliers, mais Rutte se tient à l'extérieur. Il ne se tient pas avec le groupe. Alors, il indique toujours physiquement, parce qu'il est un politicien astucieux, qu'il a un rôle différent dans toute cette affaire. Donc, il ne s'agit pas de l'OTAN s'insérant au milieu de ce plan européen pour continuer la guerre et peut-être amener des soldats et des choses. Non, il se tient à l'écart. Et c'est très significatif, parce qu'il sait bien sûr qui paie son salaire. Donc je pense que nous avons déjà la division. Et je ne pense pas qu'il sera jamais possible d'avoir des soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Les Russes ne le permettraient jamais. Jamais. Et c'était aussi le conflit dans le bureau ovale, parce que Zelensky a dit « Nous avons d'abord besoin de sécurité », ce qui signifie essentiellement « Nous voulons avoir des soldats de l'OTAN sur notre sol », où Trump les a accusés de vouloir une troisième guerre mondiale. Et ce serait le cas, car Russie, ça va pire. Mais est-ce possible cependant sans le consentement des Européens et des Ukrainiens? Les Américains et les Russes peuvent-ils encore faire passer cela? Les Ukrainiens n'ont rien à pousser. Je veux dire, c'est un accord entre Poutine et Trump. Je veux dire, Zelensky, et maintenant, il est complètement insignifiant dans toute cette affaire. Vous voyez, d'un côté, il a accepté ce cessez-le-feu partiel que les Russes voulaient, ce qui est grandement désavantageux pour les Ukrainiens. Grandement désavantageux. Et chose intéressante, Trump l'a également accepté. D'un autre côté, il voyage tout le temps à travers les pays européens. Je pense qu'il n'est presque jamais à Kiev. Je veux dire, il était juste en Finlande. Il était à Paris et à Londres. Ensuite, il était à Bruxelles le 6 mars. Maintenant, il est de nouveau au Concilium. Vous pensez qu'il n'y sera plus? Je veux dire, il est ici tout le temps. Donc je pense qu'il ne survivra que tant qu'il signera sur la ligne pointillée un accord de cessez-le-feu, qui est essentiellement la capitulation. Cela équivaut à une capitulation de l'Ukraine. Et c'est ce qu'il signera. Et personne ne veut le remplacer pour le moment, car qui veut apposer sa signature sur une telle chose? Donc c'est probablement la seule valeur qu'il a. Et après, je ne pense pas qu'il aura une vie politique. Eh bien, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y aura pas de force de maintien de la paix de la part de pays européens, car cela serait considéré comme intolérable pour les Russes. Mais cela dit, il y a une énorme ligne de front. Une fois que la guerre est négociée pour être terminée, il doit sûrement y avoir une sorte de « quelqu'un doit observer que le cessez-le-feu est respecté, qu'il n'y a plus de combat ». Encore une fois, vous avez beaucoup d'expérience de, pratiquement toutes les guerres dans le monde. Quelle est la probabilité ou comment ça pourrait-il être fait, la mise en œuvre réelle de quelque chose comme ça? Comment l'observeriez-vous? Si jamais, ce serait un groupe d'observateurs très léger de l'ONU. Je veux dire, la guerre Iran-Irak avait une ligne de front si longue, je ne sais pas à l'époque, 2000 kilomètres. Vous savez, 1 million de personnes mortes. Et nous avions, je pense, le groupe d'observateurs de l'ONU, qui ne comptait pas plus de, je pense, 400 personnes peut-être, ou 200 à 400 personnes. Je ne me souviens même pas, bien que cela ait été négocié chez moi. Je veux dire, je devrais savoir ces choses. Mais il y en avait très peu. Je veux dire, ils allaient avec des hélicoptères en avant et en arrière. Il y avait certains postes d'observation, et vous savez ce genre de choses. Vous savez, ce que nous oublions, c'est que si vous voulez un cessez-le-feu, vous devez le négocier de manière à ce qu'aucun des deux camps n'ait la capacité militaire ou l'intérêt de le modifier. C'est cela la stabilité, pas l'observation.
Et cela est atteint parce qu'il est très peu probable que la Russie veuille occuper l'ensemble de l'Ukraine. Donc ils ont leur parti russe, et peut-être qu'ils veulent avoir quelques villages, de plus ou de moins, mais ce n'est pas important. Donc pour eux, redémarrer la guerre risquerait leur relation avec la Chine, l'Inde, le Brésil et ces pays. Très très important. Pourquoi devraient-ils prendre le risque? Et puis ils ont aussi une population en diminution, la Russie. Alors, pourquoi devrait-il envoyer des soldats se faire tuer pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine? Il a atteint essentiellement, disons 95% ou 90% de ce qu'il voulait, donc il est satisfait. L'Ukraine sera tellement préoccupée par elle-même, et seule la moitié de la population continuera probablement à décliner. Je pense même qu'ils traverseront une phase d'ingouvernabilité, donc ils n'auront plus la capacité de changer cela pendant longtemps. Et cela s'aplanira. Cela crée une ligne de cessez-le-feu. Et encore une fois, les cessez-le-feu et la paix ne sont jamais justes, mais ils le sont. Ils doivent être équilibrés dans le sens où aucun côté n'a intérêt à changer, bien que les deux côtés puissent être satisfaits pour une raison ou une autre. Et c'est juste l'art de faire des cessez-le-feu. Et je pense que ce que Trump suggère là, je veux dire, j'ai vu beaucoup de choses. Je pense que nous pensons toujours que Trump est stupide, mais c'est très professionnellement fait comment il le fait, ou ces gens, très professionnellement. Je veux dire, nous ne pouvons qu'admirer comment c'est fait. Je veux dire, vous n'aimez peut-être pas ce qui se passe, mais c'est fait de manière très très professionnelle. Qui il appelle, à quelle heure, où il a une réunion, ce qu'il négocie en premier, comment il s'adapte lorsqu'il y a une difficulté. Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont cela fonctionne. Je veux dire, c'est l'une des guerres les plus amères que nous ayons eues depuis la Seconde Guerre mondiale. Probablement. Non, et il la termine. Et je pense que nous devrions tous être heureux en Europe, parce que ça signifie que le risque d'avoir une guerre nucléaire qui se déroulerait sur le territoire européen est pratiquement écarté. Je veux dire, je pense déjà que lorsque nous pensons que il y a des politiciens qui disent qu'il n'y a pas de danger de guerre nucléaire, ce qui est vraiment irresponsable. Et bien sûr, il met fin aux tueries. Je veux dire, ces jeunes sont tués pour rien maintenant. Vous savez, un village de plus, un village de moins, mais vous tuez des milliers de jeunes. Incroyable. C'est irresponsable. Et j'ai vu des guerres. Je sais ce que ça signifie. J'ai vu les familles qui cherchent leurs fils. Je veux dire, c'est déchirant ces choses-là. Et ça n'a rien à voir avec qui est coupable ou non. Il y a aussi une autre chose que les gens devraient savoir sur les guerres, vous savez, vos auditeurs. C'est qu'une fois que vous commencez à négocier un cessez-le-feu ou un accord de paix, vous savez, c'est toujours... Vous ne savez pas comment appeler quoi. Tous les arguments moraux que nous avons dans nos journaux ne joueront aucun rôle. Qui a fait quoi ne sera pas discuté. Qui a commencé la guerre ne sera pas discuté. Qui est coupable de la guerre, ce qui n'est pas toujours la même chose, ne sera pas discuté. Sinon, vous ne pouvez pas négocier. Donc tout ce que vous négociez, c'est quelle est la situation militaire, quelles sont les parties intéressées, et où vous pourriez trouver une ligne. Une ligne qui n'est pas seulement une ligne physique, mais aussi une ligne d'accord, qui est assez stable. C'est l'art d'un négociateur. Et je vois que c'est ce que font les Américains. Eh bien, en Europe, nous semblons faire le contraire. Nous ne parlons que de la façon dont les Russes sont à blâmer et que nous ne pouvons pas les récompenser, et ceci et cela. Mais cela ne joue aucun rôle. Aucune guerre dans le monde n'a été résolue. Même dans une guerre où un camp gagne nettement, comme lors de la Première Guerre mondiale, où les Allemands ont dû signer qu'ils étaient les coupables, cela n'a pas non plus joué un rôle. C'était simplement parce que l'un avait un bâton plus gros que l'autre. Et 21 ans plus tard, l'Allemagne était à Paris.
Vous savez, cela n'est jamais résolu dans une guerre. Pensez au livre de Clark. Comment s'appelle-t-il en anglais? Vous savez, sur la Première Guerre mondiale. 100 ans plus tard, il a écrit cela, et il n'a pas de conclusion sur qui a commencé la guerre. C'est juste ce que c'est. Vous devez vous faire à l'idée. Et c'est pourquoi les Américains font absolument la bonne chose. Ils tranchent et disent maintenant, ça suffit. Nous avons eu 3 ans de guerre. C'était 3 ans de plus que ce que nous aurions dû avoir. Nous ne devrions plus tuer personne, et nous trouvons maintenant une solution. J'ai une grande admiration pour Trump, je dois dire, pas pour toutes les autres choses. Mais dans ce cas, je dirais que nous, Européens, avons de la chance. I would say we Europeans are lucky. Well, I think that's why Eh bien, je pense que c'est pourquoi le vice-président Pence s'est emporté de cette manière à la Maison-Blanche contre Zelensky. Parce que Zelensky voulait seulement parler de nous, des Russes qui étaient des terroristes et de tous les crimes qu'ils ont commis. Car tout ce qu'il pouvait entendre, c'était « Eh bien, ce sont des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas leur parler. Pourquoi nous ne pouvons pas négocier ?» No, the real reason for the blow up. La véritable raison de l'explosion était qu'il a dit que nous ne pouvons pas négocier avec les Russes, à moins que je sois en position de force. C'est ce que nous voyons dans ces documents. Vous voyez cela reflété là. Et cela signifiait essentiellement avoir des soldats de l'OTAN sur mon territoire. Je devrais me battre avec des soldats de l'OTAN. Et cela a tout fait exploser. Et je pense qu'ils ont eu absolument raison de lui dire qu'il est fou. Absolument. Absolutely. So my last question is just on Ma dernière question concerne l'alternative de Trump aux garanties de sécurité. Il soutient que si nous contrôlons vos minéraux et vos centrales électriques, cela constituerait une garantie de sécurité pour faire réfléchir les Russes à 2 fois avant d'attaquer. Voyez-vous cela comme une bonne approche, un peu opportuniste, un peu comme piller les Ukrainiens, ou y a-t-il une certaine logique derrière cela? pillaging the Ukrainians, or is there some logic behind this? How Il y a probablement une logique derrière cela. Mais vous savez, nous n'avons pas vraiment vu les contrats. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils signifient. Du moins, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous avez un meilleur accès. Nous ne savons pas sur quoi ils se sont mis d'accord et ce qu'ils ont apparemment déjà signé. Je veux dire, tout d'abord, Trump récupère l'argent qu'ils ont investi en Ukraine. N'oubliez pas, l'Ukraine ne recevra qu'une très petite partie de ce qu'ils exportent vers les États-Unis, parce que les États-Unis ne voudront pas se retrouver avec des dettes qui ne sont pas payées. L'Europe le fera. L'Europe le fera. Not paid. Europe will. Europe will. You know, this is a crazy thing. So, C'est la chose la plus folle. Donc, il le fait de cette façon. Je n'ai jamais rencontré une telle chose. Je ne sais pas comment dire cela. Je ne peux tout simplement pas le juger, parce que je connais trop peu de choses à ce sujet. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, les garanties de sécurité viennent de l'intérieur. Si la Russie n'en était pas satisfaite, vous savez, maintenant qu'elle est beaucoup plus forte, bien sûr, elle relancerait la guerre quelque part. Vous savez, il y a toujours un moyen, la provocation, et vous devez avoir quelque chose dans lequel personne n'a intérêt à relancer la guerre. Et c'est l'art des négociations. Donc, les guerres se terminent par la diplomatie et non par la possession d'armes plus puissantes, comme nous, Européens, le pensons. more powerful weapons as we Europeans think. well, I pray that Eh bien, je prie pour que le bon sens de personnes comme vous l'emporte, car je pense que nous ne jouons pas seulement avec la vie de centaines de milliers d'Ukrainiens, mais aussi avec l'avenir de l'Europe elle-même. Eh bien, Michael von der Schulenburg, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie. Thank you so much for your time. I appreciate it. Merci, merci. Thank you. Bye-bye. Thank you.